Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Petit article de France 24 et la chaîne officielle française commente ici la décision du président Macron de reconnaître l'assassinat de Larbi Ben Mehdi par des militaires français. À mes côtés sur ce plateau, je précise que vous venez de signer un début de la guerre, recueillement et souvenir dans le pays le 1er novembre. On en vient maintenant à l'Algérie, 70 ans après le début de la guerre, recueillement et souvenir dans le pays. Le 1er novembre 1954, un appel au soulèvement parcourt le pays, point de départ d'une guerre qui durera plus de 8 ans, près de 8 ans, avant la libération en juillet 1962. Et c'est précisément en ce jour que le président français Emmanuel Macron reconnaît que le dirigeant du FLN, Larbi Ben Mehdi, a été assassiné par les militaires français. Karim Ayaoui, vous êtes à nouveau de mes côtés, à mes côtés sur ce plateau. Je précise que vous venez de signer un sujet, un reportage diffusé en ce moment sur nos antennes et disponible sur notre site internet, Toussaint Rouge, pour qualifier ce 1er novembre 1954. On vient ensemble sur cette déclaration du président français dont les mots ont été choisis. Évidemment, et surtout le moment a été choisi pour donner encore plus de force à cette reconnaissance de la responsabilité des militaires français et de la France dans la mort de Larbi Ben Mehdi. Le président Macron a choisi cette date anniversaire du 1er novembre 1964, 70 ans après le déclenchement de la guerre d'Algérie, qu'on a longtemps appelé événement d'Algérie, maintien de l'ordre. Il faut le rappeler, c'est seulement en 1999 que l'Assemblée nationale française a fini par qualifier ces événements de guerre. Donc c'est un moment important, c'est un moment qui s'inscrit dans une logique, puisque il y a un historien qui travaille sur ces questions depuis un moment aux côtés de Emmanuel Macron, c'est Benjamin Stora, qui a remis un rapport au président de la République en évoquant un certain nombre de gestes mémoriels, et il avait indiqué que la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la mort de Larbi Ben Mehdi était un élément important, lui qu'il considère un peu comme le Jean Moulin algérien, parce que c'est vrai que c'est une figure majeure dans l'histoire de l'indépendance algérienne. Ça intervient aussi à un moment où les relations entre la France et l'Algérie ne sont pas au beau fixe, notamment depuis cette visite du président Macron au Maroc, où il a entériné la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Il l'avait déjà fait dans une lettre adressée au roi Mohamed VI. Évidemment, la question du Sahara occidental est un élément qui revient régulièrement et qui alimente régulièrement les tensions autrefois entre le Maroc et l'Algérie, mais aussi maintenant entre ceux qui soutiennent le Maroc sur cette marocanité du Sahara occidental. Enfin bref, la situation est plutôt tendue, et évidemment cette reconnaissance s'inscrit dans une volonté d'apaiser ces tensions. Vous avez comparé Larbi Ben Mehdi à Jean Moulin. Qui était-il? Alors c'est clairement une figure très importante dans l'histoire de la lutte pour l'indépendance. Il faisait partie de ces hommes qui ont décidé de déclencher le 1er novembre 1954. On le voit ici au moment de son arrestation en 1957, et c'est une figure importante parce qu'il trouvait des soutiens même au-delà des Algériens. On le voit dans ces images, on n'a pas pu le voir, mais il était souriant, presque, une façon d'envoyer un message à ceux qui allaient prendre la suite, de dire la lutte continue. C'est un homme pour qui même ses ennemis avaient du respect. Le général Bijard, qui était à l'époque à la tête du 3e régiment de parachutistes, dira de lui, il a été le plus grand vraiment, mais le général Bijard, qui à l'époque était colonel, va finir par le remettre au général Ossarès, qui va le tuer. En tout cas, ses hommes vont le tuer. Et pendant très longtemps, la théorie officielle, c'est qu'il s'était suicidé. On a eu l'occasion de rencontrer sa nièce, et voici ce qu'elle nous disait à propos de cette théorie. Aucun Algérien à l'époque, qu'il soit pour ou contre, ne pouvait croire qu'un personnage de cette stature, de cette pureté, avec un engagement total, il a dédié sa vie à la cause nationale, ne pouvait pas fuir
jusqu'à la dernière seconde, se donner la mort et se retirer de la bagarre. C'était pas possible. Alors le fait que Larbi Ben Mhidi ait été tué par l'armée française, tout le monde le savait plus ou moins, c'était un secret de polichinelle, mais cette reconnaissance a tout de même son importance. Osarès l'avait reconnu dans un livre il y a quelques années. Pas sûr que ça suffise à faire retomber la pression entre les deux pays. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de gestes mémoriels et côté algérien, on estime que ce morcellement des gestes mémoriels, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie à adopter. Il voudrait qu'on finalement que cette question de la mémoire soit appréhendée de façon plus globale, mais tout de même, ce n'est pas rien que cette reconnaissance aujourd'hui. Merci beaucoup, Karim. Voilà ce que je voulais vous faire écouter, cet élément de France 24, où finalement on reconnaît que l'opposant Larbi Ben Mhidi a été assassiné par l'armée française. Mais dans cet élément que vous avez écouté, il y a un problème essentiel qui a été posé, c'est le problème du morcellement des mémoires. La stratégie choisie par le président Emmanuel Macron consiste à ne pas aborder la question de la colonisation. Certes, cette question-là a des variantes, mais de ne pas l'aborder dans sa totalité, dans sa globalité, afin de réaliser définitivement, pour ainsi dire, l'état des lieux de la décolonisation et de démanteler toutes les dernières structures coloniales de la relation franco-africaine. On a parlé ici du morcellement de la mémoire. Le fait de prendre un cas par-ci, un cas par-là, de dire un mot gentil sur tel cas, en ignorant les autres. Cette manière de procéder comme dans une espèce d'épicerie de la mémoire, c'est elle qui est dénoncée par le journaliste qui est interviewé dans cette séquence. Mais ça intéresse les Africains de se poser la question, mais qu'est-ce qui peut expliquer que le président Emmanuel Macron reconnaisse que l'armée française a assassiné l'opposant, le résistant Larbi Ben Mhidi, algérien du FLN, mais qu'elle soit incapable de reconnaître l'assassinat devant l'hôtel Ivoire en novembre 2004 de près de 60 Ivoiriens par la même armée française. Ça s'est passé il y a à peine 20 ans. Novembre 2004. L'armée française tire sur une foule de partisans du régime Gbagbo massés devant l'hôtel Ivoire. Elle n'était pas menacée de mort. Il lui était simplement demandé de rebrousser chemin parce qu'elle s'était un peu trop rapprochée de la résidence de celui qui était alors le président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. L'armée française a tiré ce jour-là, une soixantaine d'Ivoiriens ont été tués. Comment le président de la République française, qui reconnaît l'assassinat par l'armée française de l'opposant, eh bien Ben Mhidi, est-il capable de penser que l'opinion a oublié tous les autres crimes que cette armée a commis et dont lui, il ne parle pas? Quel est le sort qui doit être fait de tous les massacres coloniaux? Le président Emmanuel Macron a dit le 17 février 2014, en visitant l'Algérie, que la colonisation était un crime contre l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'il fait de tous les crimes coloniaux? La notion de crime contre l'humanité utilisée par le président Macron, en droit, renvoie à une catégorie d'infractions qui sont imprescriptibles, c'est-à-dire dont on ne peut pas dire qu'on ne doit pas les poursuivre parce qu'elles ont été commises il y a longtemps. Quand il utilise l'expression crime contre l'humanité, le président Macron reconnaît la nécessité de juridiciser l'affaire, de judiciariser l'affaire, de porter l'affaire devant les tribunaux. Tous les grands massacres coloniaux doivent être jugés. Les massacres qui ont eu lieu pendant la période des luttes pour l'indépendance, ces massacres doivent être jugés. Les assassinats des leaders souverainistes, indépendantistes africains, ces assassinats doivent être jugés. Et il y a quelqu'un qui a fait un travail remarquable sur ce sujet, un travail qui est cité dans plusieurs officines de recherche ici en France. Je m'en vais vous citer le travail de cette personne qui
peut nous éclairer sur ce que je veux dire. Le fait qu'il faut affronter massivement la question coloniale, affronter massivement la question des crimes de guerre coloniaux, néocoloniaux, affronter massivement la question des crimes contre l'humanité pendant la période coloniale, depuis la période négrière jusqu'à la période coloniale et même néocoloniale. Il faut les affronter massivement et mettre en place un mécanisme structurel. Judiciarisation, donc on juge les affaires dans les tribunaux, condamnation, on condamne, parce que ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et qu'est-ce qu'on fait? On répare. Les réparations. On répare. Il faut réparer. Alors, je regarde la référence que je veux vous citer. C'est un ouvrage qui a été publié. C'est un ouvrage qui a été publié en 2020. Leader assassiné en Afrique centrale, 1958-1961, entre construction nationale et régulation des relations internationales. C'est un article du Monde diplomatique. Et Karine Ramondi est autrice de cet ouvrage, publié chez l'Harmattan, 550 pages. Elle dit ceci. Anne-Cécile Robert nous donne le résumé suivant. L'historienne Karine Ramondi propose une étude minutieuse des luttes politiques menées par les leaders indépendantistes d'Afrique centrale au tournant des années 60. On découvre comment ces hommes politiques, disposant de peu de moyens, ont affronté des administrations occidentales puissantes qui limitaient leurs mouvements et leur liberté d'expression. Qui limitaient leurs mouvements et leur liberté d'expression. Qui limitaient leurs mouvements et leur liberté d'expression. Organisaient leur surveillance. Utiliser la calomnie avant de finalement recourir au crime. Je reprends cette phrase. On découvre comment ces hommes politiques, disposant de peu de moyens, ont affronté des administrations occidentales puissantes qui limitaient leurs mouvements et leur liberté d'expression. Organisaient leur surveillance. Utilisaient la calomnie avant de finalement recourir au crime. Et Anne-Cécile Robert continue d'écrire. Si le parcours du Congolais Patrice Lumumba, assassiné par les services secrets belges, est relativement connu, ceux des Camerounais Félix Moumié, empoisonné par des espions français à Genève, et Ruben Oumniobé le sont moins. Après avoir vainement plaidé sa cause aux Nations Unies, Oumniobé choisit la lutte armée et sera tué, puis défiguré par des soldats français. Il est aujourd'hui presque ignoré dans son propre pays. Le centrafricain Barthélemy Boganda, mort dans un, entre guillemets, accident d'avion, parce que ce n'était pas un accident d'avion, il a été abattu par les forces néocoloniales, qui fut député français, se distingua quant à lui par son anticommunisme et le rejet de tout soutien soviétique. Alors ça, c'est le titre d'un ouvrage de Karine Ramondi, Leaders africains, leaders assassinés en Afrique centrale, 1958-1961. Qu'est-ce qui m'intéresse dans le compte rendu de la journaliste du Monde diplomatique Anne-Cécile Robert? Ce sont les méthodes qui ont été utilisées contre les dirigeants indépendantistes africains. Comme ils avaient peu de moyens, on utilisait contre eux quoi? La puissance de l'administration. On utilisait quoi contre eux? On limitait leur liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on faisait? On organisait leur surveillance. Et qu'est-ce qu'on faisait? On utilisait la calomnie. Et finalement, on les a assassinés. Je reconnais en 2024 les méthodes qui sont employées contre moi. Ici, même en France. Je reconnais les méthodes. Limiter mes mouvements. J'en ai été victime depuis 5 ans. Vous êtes témoin. Uniquement parce que je critique la politique africaine de la France. D'accord? Mes mouvements ont constamment été perturbés et limités ces dernières années pour cela. Deuxième méthode. Qu'est-ce qu'ils font? Ils limitent on limitait leur liberté d'expression. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes mes témoins? Pour simple fait de critique intellectuelle de la domination, parce que je veux le retrait total des bases militaires étrangères du sol africain et des bases militaires françaises en particulier, parce que je veux la suppression du franc CFA, la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans le choix des dirigeants africains et la renaissance de la civilisation négro-africaine.
ont fait tout pour m'empêcher de parler. Vous étiez là, n'est-ce pas? Pendant un mois, lorsque cette chaîne YouTube a été piratée, que l'on s'est emparé de ma boîte mail personnelle pendant un mois. Vous étiez là, non? Vous êtes bien mes témoins. Limiter la liberté d'expression. On organisait leur surveillance. Vous voyez très bien ce qui m'arrive. Comme à beaucoup d'autres porte-parole de l'émancipation africaine de ce temps. Une vie sous surveillance. Les téléphones sur écoute, les ordinateurs sur écoute, la moindre sortie du territoire, eh bien, on est soumis à des interrogatoires, surveillance permanente. Et enfin, on utilisait la calomnie. Donc, des accusations infondées. Oh, c'est un agent de la Russie. Oh, on lui a donné des dons, il a détourné les dons qu'on lui a donnés. C'est de la calomnie. Ce que je voulais attirer votre attention sur le fait que les méthodes qui ont été utilisées contre les leaders de la revendication d'indépendance sont celles qui sont utilisées aujourd'hui contre les militants, les activistes, les intellectuels et les leaders panafricanistes de toute espèce. Ce sont exactement les mêmes méthodes. Et quand ils n'en peuvent plus dans les années 50-60, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent. Et c'est comme ça que Larbi Ben Mehidi a été tué. Ce qui m'intéresse dans cet ouvrage de Madame Ramondi, c'est qu'elle fait la liste des méthodes du colonialisme et du néocolonialisme. Et quand on connaît la liste de ces méthodes, et qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on se rend compte que le colonialisme et que le néocolonialisme n'ont pas disparu. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que ces pratiques-là, qui datent de la période coloniale, ont disparu? Alors, si les pratiques néocolonialistes, si les pratiques colonialistes envers les Africains n'ont pas disparu, quelle est la valeur de la reconnaissance de l'assassinat de Larbi Ben Mehidi par l'armée française? Ça vaut quoi? Quelle est la valeur politique de cette reconnaissance? C'est une reconnaissance superficielle. C'est une reconnaissance artificielle. Parce qu'elle ne correspond pas à un changement de pratique. Elle ne correspond pas à une époque où on a vraiment renoncé à réduire par l'intimidation administrative, policière, justicière, à réduire par la limitation de la liberté d'expression, à réduire par la surveillance, à réduire par la calomnie, le montage de faux procès, l'instrumentalisation de la justice, les voix qui disent la vérité sur l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Je cite une deuxième source qui m'a également intéressé, un deuxième article qui m'a vraiment intéressé. C'est un article qui recense le travail du chroniqueur français Daniel Schneiderman. Daniel Schneiderman a écrit un essai coup de poing intitulé, je lis l'article de Nicolas Michel, ici publié le 10 novembre 2023 dans Jeune Afrique. Avec un essai coup de poing intitulé 5 têtes coupées, le chroniqueur français Daniel Schneiderman revient sur les horreurs de la colonisation française, trop souvent minimisées dans le récit national. C'est Daniel Schneiderman, c'est pas Franklin Yamsi. Mon défaut, c'est que je suis au courant. D'accord? Ok. Daniel Schneiderman est une personnalité connue du monde des médias français. Journaliste, éditorialiste pour le quotidien Libération, il est le fondateur de l'émission Arrêt sur Image, qui décortique la fabrique de l'information pour en exposer la plupart du temps les travers. Avec 5 têtes coupées, qui vient de paraître aux éditions du Seuil, l'homme de médias propose une enquête sur la fabrication de l'oubli, relative aux massacres coloniaux commis par la France, comme l'indique le sous-titre de son essai. À l'instar de nombre de ses chroniques, Schneiderman se met en scène avec un constant souci d'honnêteté. Le lecteur doit savoir qui parle et d'où il parle. Voici donc un intellectuel français blanc de 65 ans qui décortique sur près de 200 pages les pires exactions de l'entreprise coloniale française et la manière dont elles ont été gommées, euphémisées, effacées, oubliées du roman national. Si la manière relève parfois du procédé, Schneiderman
se présente comme un enfant élevé au début des années 60 dans l'illusion de la France des droits humains, messianique et civilisatrice. Citation. À 5 ans, j'ai déjà un ami noir, écrit-il. Il s'appelle Makoko. Makoko vit avec son papa et sa maman. La maman de Makoko est jolie, le papa de Makoko est noir. Makoko habite dans une case. Dans la case, toute la famille se couche sur une natte. Maman pile le mil et papa tape sur son tam-tam. C'est mon ami Makoko qui m'apprend à lire. Dans ce manuel de lecture syllabique des années 60, le voyage de Makoko à l'école maternelle dans les beaux quartiers de Paris, tout près du musée de l'armée et des canons des Invalides. Fin de citation. La France de l'époque n'enseignait pas, on l'aura compris, les horreurs de la colonisation. Elle le fait un peu plus aujourd'hui. Sans doute pas assez. Depuis longtemps, Daniel Schneiderman n'est plus le petit garçon qui apprend à lire avec son ami, eh bien, Makoko. Et ce qu'il nous raconte avec son livre 5 têtes coupées, c'est son éveil à la froide réalité de la colonisation. Un éveil qui passe par la rencontre avec une image au musée de l'armée. Cette image, qui donne son titre à l'essai, est une gravure réalisée d'après photographie et reproduite dans le journal L'Illustration numéro 2511. On peut y voir un homme noir accroupi tenant devant lui la moitié évidée d'une calebasse. Sont disposés tout autour, 4 au sol et une sur un billot, des têtes d'hommes noirs. Citation. J'aurais parfaitement pu passer mon chemin. Du pas traînant des visiteurs d'expo, rater cette photo tombée dans l'oubli depuis sa parution dans le magazine L'Illustration, le 11 avril 1891. J'aurais pu ne jamais rencontrer la toute première photo qui a projeté la boucherie coloniale à la face réjouie de la belle époque. Et ne jamais m'interroger. Mais que fait-elle ici? Atrocité intruse, au cœur de ce musée voué à célébrer les exploits de l'armée française? Point d'interrogation, fin de citation. En matière d'exploit, le journaliste n'en est alors qu'au début de cette macabre découverte. Son enquête, qui commence par cette image acquise en 2015 par le musée et réalisée à l'époque par le photographe Johannes Barbier, va le conduire dans un dédale d'horreur que les spécialistes de l'histoire du continent ne connaissent malheureusement que trop bien. Des os humains à la folie meurtrière de la mission Voulet-Chanoine, des campagnes du commandant Louis Archinard au massacre de Tiaroy, du rapport Brazza aux conquêtes du général Louis Faidherbe, Schneiderman décortique l'histoire coloniale et la façon dont elle n'est pas vraiment racontée. L'écriture est limpide et le journaliste est à son meilleur quand il analyse la portée des images, la manière dont elles sont reçues, utilisées, manipulées, effacées. Outre celle des 5 têtes coupées de Bakel, il s'intéresse aussi à la photographie prise par Alice Seeley Harris en mai 1904, montrant le Congolais Salah, assis face à la main et aux pieds coupés de sa fille de 5 ans, Boali. Mais aussi à celle de Raymond Bonnetin, datée de 1893, où sa fille est assise sur le sol et pose entourée de 13 crânes humains. En détaillant la manière dont il a pris conscience de tant d'horreurs effacées du récit collectif, Schneiderman n'a de cesse de lier ce passé indigeste à un présent dont le moins que l'on puisse dire est qu'il n'a pas totalement évacué les violences raciales ou sexistes. Citant Black Lives Matter et Me Too, invoquant les mises à mort de Naël et de George Floyd, le chroniqueur entend bien exposer ces vérités d'hier qui expliquent parfois les réalités d'aujourd'hui. Citation. Il se trouve que ces 5 bouches mortes m'ont fait la grâce de me chuchoter quelque chose. C'était plutôt inattendu. Désolé. Fermez les guillemets. Écrit-il à propos des décapités de Bakel. J'écouterai jusqu'au bout, et vous aussi j'espère, de ces corps-là, je me ferai le griot. L'ouvrage de Schneiderman s'intitule 5 têtes coupées. Massacres coloniaux. 2 points, enquête sur la fabrication de l'oubli. Il a été publié chez Le Seuil à Paris. Daniel Schneiderman l'a publié à Paris. Bon. Donc, je tire de tout ceci la conclusion suivante. Il ne sert à rien au président Macron de prendre un événement par là, un assassinat par-ci, pour essayer, pour ainsi dire, de caresser dans le sens du poil tel gouvernement avec lequel la diplomatie française est en difficulté. Dans le cas d'espèce, le gouvernement algérien, après la visite apparemment réussie du président français au Maroc, eh bien, on comprend que l'évocation
la reconnaissance de l'assassinat par l'armée française, eh bien, de l'opposant algérien Mehidi, soit une manière de passer un baume au cœur des autorités algériennes. Bon, mais enfin, ce n'est pas par ce type de mesurette, ce n'est pas par ce type de pichenette, ce n'est pas par ce type de morcellement des mémoires que va être résolu le problème de la relation franco-africaine. Il faut poser dans sa globalité et avec des principes simples et clairs. 1. Que la colonisation est un crime contre l'humanité. 2. Que si la colonisation est un crime contre l'humanité, tous les actes de barbarie qui ont été posés dans le cadre de ce crime doivent être jugés et condamnés par les juridictions africaines au nom des victimes et par les juridictions françaises par principe de reconnaissance. 2. 3. Il faut poser que des réparations conséquentes des crimes coloniaux doivent être consentis par toutes les puissances coloniales, pas seulement la France. C'est vrai pour l'Angleterre, c'est vrai pour le Portugal, c'est vrai pour l'Espagne, c'est vrai pour les États-Unis qui ont bénéficié de la déportation des Noirs. C'est vrai pour toutes les puissances qui ont vécu des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, pour se constituer comme puissance. Ces puissances doivent réparer. Et ce n'est qu'au terme de ce cycle, judiciarisation, condamnation, réparation, qu'il va être possible de nous engager tous ensemble, partout sur la Terre, dans la construction d'un monde multipolaire de la réciprocité, un monde de la négociation, un monde du compromis, un monde de l'acceptation réciproque et du respect des souverainetés. Voilà la vérité. Donc je voudrais dire ici que l'initiative du président Macron pour reconnaître le cas de l'opposant algérien, elle ne résout aucun problème. Au contraire, elle met la lumière, elle met en épingle le déséquilibre